Est-ce qu'il y a des cas justement d'énergie qui ont quand même disparu? Vous avez cité le seul cas Ouais. que je connais, c'est le seul. Ouais. Effectivement, l'huile de baleine, en fait, on utilisait très peu d'huile de baleine pour s'éclairer au 19e siècle. En vérité, on se servait surtout d'huile de colza. C'est plus simple de faire pousser du colza que d'aller chasser des baleines. Et ce qui est intéressant, c'est que souvent, il y a un cliché qui est beaucoup répété, colporté en particulier par l'industrie pétrolière, c'est de dire le pétrole a sauvé les baleines. Non, mais vous rigolez, mais on l'entend encore de nos jours. Hein. Enfin, quand on parle de questions environnementales, un argument néolibéral, c'est de dire, vous voyez, l'innovation permet de résoudre les problèmes environnementaux. Regardez les baleines qu'on a sauvées grâce au pétrole. C'est un cliché qui naît dès 1860, dès le début, dès les premiers grands puits de pétrole américains. On a pêché 3 fois plus de baleines au XXe siècle qu'au XIXe siècle. Grâce au pétrole, on a eu des moteurs diesel qui étaient beaucoup plus performants, donc on a pu avoir des bateaux qui allaient chasser la baleine au fin fond de l'hémisphère sud. Et puis en fait, on a utilisé l'huile de baleine pour graisser les boîtes à vitesse des voitures automatiques. En tout cas, l'aviation, dans les années 70, consommait encore de l'huile de baleine pour des raisons de mécanique. Ouais, du coup, Voilà. l'argument, il tient Donc pas. l'argument est vraiment fallacieux. Jean-Baptiste Fressos, bonjour. Bonjour. Je suis très content de vous recevoir sur l'Étincelle, un podcast pour mieux comprendre le monde qui nous entoure. Vous êtes historien des sciences, des techniques et de l'environnement, chargé de recherche au CNRS, enseignant à l'EHESS et à l'École des ponts et des chaussées. Vous avez publié aux éditions du Seuil l'événement Anthropocène en 2013 avec Christophe Bonneuil. Les révoltes du ciel, une histoire du changement climatique 15e, 20e siècle avec Fabien Locher. Et aujourd'hui, vous publiez Sans transition, toujours aux éditions du Seuil, un ouvrage dans lequel vous montrez que les énergies et les matières se sont empilées les unes sur les autres au cours des 19e et 20e siècles et qu'il y a une symbiose entre elles. Et donc ainsi, il n'y a jamais eu réellement de transition énergétique. On y reviendra dans cet épisode. Juste avant de revenir sur cet ouvrage, je souhaitais revenir sur l'ouvrage que vous avez publié précédemment, Les révoltes du ciel, dans lequel vous montrez que l'inquiétude concernant le climat n'est pas quelque chose de nouveau. Et que dès l'époque coloniale, il y a des inquiétudes vis-à-vis du climat. Comment expliquer que cette inquiétude arrive finalement assez tôt et que ce n'est pas quelque chose finalement de nouveau? Est-ce qu'on peut dire que ce sont des croyances théologiques, politiques qui déterminent justement l'histoire du climat? Alors, avant de rentrer dans la question du climat, je voulais juste dire que mon travail depuis longtemps, en fait, un des points de départ, c'est un peu de questionner le présentisme très fort qui entoure les questions environnementales. Quand on pense environnement, changement climatique, on a l'impression que tout s'est passé depuis 30 ans, qu'on a pris conscience depuis 30 ans, et maintenant on va faire une transition et aboutir à une économie durable et verte d'ici 30 ans, à l'échelle mondiale. Et je pense que cet écrasement du temps pose un certain nombre de problèmes politiques et scientifiques. Alors maintenant si j'en viens à la question effectivement la prise de conscience du changement climatique, le point de départ du livre avec Fabien Locher, c'était une découverte dans les archives d'une enquête qui avait été lancée en 1821 en France par le ministre de l'Intérieur sur le changement climatique. Et avec Fabien, on avait trouvé les résultats de cette enquête, enfin les réponses. Donc on a des milliers de réponses de gens qui expliquent il y a du changement climatique, ou alors l'enquête était précisément sur le lien entre déforestation et changement climatique. Et en fait, ce qui est intéressant dans ces réponses, c'est qu'on voit à quel point la question du changement climatique n'est pas étrange pour la petite élite provinciale, bourgeoisie provinciale du début du 19e siècle. Ça fait partie de son univers mental. Et donc, ce qu'on a voulu, c'est remonter un petit peu pour voir d'où venait cette idée, comment ça a fonctionné. Alors effectivement, on est remonté bien plus loin que ce qu'on pensait, vu qu'on est remonté effectivement à la découverte, entre guillemets, évidemment, de l'Amérique, la colonisation américaine, la colonisation de l'Amérique, pardon. Et en fait, dans un premier temps, la question du changement climatique émerge comme un discours optimiste. C'est plutôt quelque chose de positif lié à l'arrivée des chrétiens et des Européens dans les Caraïbes, en Amérique. L'enjeu, c'est plutôt de dire le climat de ces territoires, pour l'instant, il n'est pas idéal. Il est même étrange, parce qu'à même zone de latitude, à travers l'Atlantique, on n'a pas le même climat. Donc comment expliquer, je ne sais pas moi, qu'au Québec, il fasse très très froid, alors qu'en Bretagne, il y a un climat doux? C'est parce qu'on n'a pas encore mis au travail la terre, on ne l'a pas encore cultivée. Et ça, c'est un argument très puissant, impérial. Parce que dire que la terre n'a pas encore été travaillée, ça veut dire qu'elle n'a pas de propriétaire. Donc ça veut dire que les Indiens, les autochtones qui sont en Amérique, en fait, ne possèdent pas la terre. Donc c'est vraiment un argument d'abord de justification de l'Empire, d'appropriation impériale. Et ça commence très tôt, dès Christophe Colomb. Christophe Colomb lui-même, en 1494, il navigue au large de la Jamaïque.
il vient de décrire dans son journal de bord à quel point le climat de ces contrées-là est absolument idéal. Il dit c'est comme une nuit du mois de mai en Andalousie. Donc, j'imagine que ça devait être un critère de climat plaisant. Et il y a un problème, c'est qu'il y a des pluies très intenses en été, pendant la saison des pluies. Et il dit en fait, c'est parce qu'on n'a pas encore déforesté. Et quand on aura déforesté, ce sera pareil que les Canaries. Et à cette époque, les Canaries, c'est un centre économique important, parce que là, on fait du sucre. Donc voilà, il y a un discours, c'est un discours impérial, très nettement en Nouvelle-Espagne, en Nouvelle-Angleterre, en Nouvelle-France, dans toutes ces possessions coloniales, on a le même type de discours en disant le climat n'est pas encore analogue à celui de l'Europe, c'est parce que les Européens n'ont pas encore travaillé la terre, quoi. Donc finalement, assez tôt, il y a l'idée qu'on peut contrôler le climat. C'est d'abord la géo-ingénierie, en quelque Qu'on sorte. retrouve aujourd'hui. Oui, qu'on retrouve aujourd'hui. Non, mais en gros, pour employer un terme anachronique, on a d'abord pensé la géo-ingénierie avant la catastrophe climatique. Est-ce que finalement, c'est à cette période-là que justement on va commencer la période dite anthropocène, que vous analysez aussi dans l'événement anthropocène? Alors, à vrai dire, ça n'a pas... Enfin, comment dire? Donc, l'anthropocène, c'est une proposition qui a été faite par des géologues. Et quand on définit une époque géologique, il faut trouver une date. Donc, il y a eu plein de débats sur le point de départ. C'est des débats qui sont un peu étranges. C'est en gros, qu'est-ce qu'un géologue dans quelques millions d'années découvrirait qui montrerait qu'on a altéré le système Terre, quoi. Et donc, il y a eu plein de propositions qui ont été faites. Celle qui a la corde, c'est sans doute plutôt après 1945, plutôt la grande accélération liée au développement économique du monde entier, liée à l'exploitation plus intense d'énergie fossile, liée à la radiation, à cause des essais atomiques. Enfin, c'est plutôt ça, ce faisceau d'indices qui va sans doute être retenu. Après, il y avait des scientifiques qui avaient proposé effectivement 1610, donc quelque chose qui a plus à voir avec la colonisation, qui est une date intéressante, un peu déprimante, parce qu'à cause de l'arrivée des Européens et de tous les virus qu'ils avaient amenés avec eux, la population en Amérique diminue drastiquement. Ouais. Donc à peu près, on ne sait pas trop la démographie, évidemment, précolombienne, c'est difficile de savoir, hein, mais on peut estimer qu'il y a peut-être eu 50 millions de morts en quelques décennies. Et donc il y a eu une croissance de la végétation qui a stocké du carbone. Donc il y a un petit point bas, mais objectivement c'est tout petit. C'est-à-dire, je crois que c'est quelques ppm, peut-être 3 ou 4, alors qu'en ce moment on ajoute plusieurs ppm par an, quoi, avec les émissions de feu. Donc c'est plus un... Parce qu'aujourd'hui il y a l'accumulation. Oui, bien sûr, on accumule encore du CO2 beaucoup dans l'atmosphère. Et donc, non, je crois que la date qui va être retenue, ça sera plutôt les années 50, a priori. Dans l'événement anthropocène, justement, vous dites qu'on arrive dans une phase où on doit... Enfin, d'une nouvelle civilisation, en gros, justement, que l'anthropocène constitue un événement, c'est tout le titre de l'ouvrage. En quoi, justement, ça constitue un événement et qu'est-ce qui change contrairement à d'autres périodes comme l'Holocène et... moi, ce qui me semble intéressant dans cette affaire d'anthropocène, c'est que ça montre bien que pour penser ce qu'on est en train de faire sur la planète, il faut sortir des temporalités courtes. Ce qu'on vit, ce n'est pas simplement une crise environnementale, c'est une révolution géologique d'origine humaine. Ça veut dire que une nouvelle époque géologique, ça dure longtemps. Donc ça montre un peu l'ampleur de ce qu'on a fait. Voilà, je crois que c'est ça la force de cette notion. Ça disait aussi que pour trouver des événements qui agissent aussi fortement sur la planète que nous-mêmes, il faut remonter à l'échelle des temps géologiques. C'est ça qui explique le succès de la notion, c'est qu'en fait, ça renvoie à ce sublime des temps géologiques, quoi, pour imaginer. Ça fait que l'humanité se compare à la météorite qui a fait disparaître les dinosaures il y a 65 millions d'années. C'est un peu ce genre d'imaginaire que ça convoque. Après, on a beaucoup discuté, mais c'est évident que l'anthropocène, c'était le pire mot qu'on pouvait trouver pour désigner ce qu'on est en train de faire à la planète, parce que ça met en cause l'espèce humaine en général, dans son entièreté, comme s'il n'y avait pas plus de responsabilité par ici que par là, comme s'il n'y avait pas des peuples, des pays, des entreprises qui avaient beaucoup plus de responsabilités que d'autres peuples, d'autres entreprises, d'autres pays, etc. Donc c'était en fait, ça charriait une vision néo-malthusienne de la crise environnementale, et c'est pas pour rien que ça vient du monde anglo-saxon, en fait, où la question malthusienne a été une matrice fondamentale, en fait, des tropes sur l'environnement et de l'alerte environnementale, ou des savoirs d'ailleurs sur l'environnement. Tout n'est pas évidemment à rejeter dans cette affaire-là, mais c'est vrai que c'était centré sur la démographie, sur la croissance démographique. Et donc c'était embêtant, il nous semblait, de parler d'anthropocène à un moment où l'enjeu clé, c'est les émissions de CO2, entre autres, mais un des enjeux clés, c'est les émissions de CO2. Et on sait à quel point les émissions de CO2 sont
extrêmement varié en fonction de votre niveau de vie, du pays où vous habitez, de votre mode de vie, etc. quoi. Justement, il y a Andreas Malm qui avait développé l'idée de Capital Ocean. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à... En fait, on avait un peu la même idée au même moment. À ce moment-là, il y a eu plein de gens qui sont mis à inventer plein de scènes diverses et variées. Et Capital Ocean était évidemment un peu la baderne évidente. Donc, oui, c'est un Capital Ocean, évidemment, que ça joue un rôle clé. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas non plus fait un grand pas en avant sur la question de la solution. On peut aussi parler de Thanatocène. La guerre joue un rôle très important dans la crise environnementale. Moi, j'avais bien aimé Anglocène. Je trouvais ça assez amusant jusque dans les années 1970. Vous en parlez dans l'événement. Jusque dans les années 1970, les émissions simplement de l'Angleterre et des États-Unis dépassaient les émissions du reste du monde en cumulé. Donc il y a un mode de développement assez particulier centré sur le charbon et le pétrole, qui est très quand même d'abord anglais et américain, même si l'Allemagne, la Russie, la France bien après arrive aussi haut dans les responsabilités. Bon, après, ces débats-là, maintenant, ils sont un peu... l'eau a coulé sous les ponts et je crois que c'est peut-être moins... Non, ce qui est important, c'était de critiquer cette notion, de montrer qu'avec cette idée d'anthropocène, on pouvait y injecter de l'histoire des techniques, de l'histoire de l'environnement, de l'histoire du capitalisme. Voilà, c'était ça l'idée, quoi. Est-ce que du coup, parce que dans Sans Transition, vous dites justement, un moment, que ça suffit pas justement d'analyser les luttes, les conflits, et qu'il faut s'intéresser à la matière? Ah non, mais je pense que c'est toujours bien d'analyser les luttes et les conflits. Je l'ai beaucoup fait dans le passé. L'Apocalypse joyeuse, c'est une histoire du risque technologique, c'était là-dessus. Dans l'événement Anthropocène, il y a beaucoup de chapitres là-dessus. Non, pas du tout. C'est pas qu'il faut faire l'un ou l'autre, c'est que... on voit des choses quand on se met à analyser rigoureusement les flux de matière. On ne voit pas forcément quand on fait d'autres choses, quoi. Donc voilà, donc c'est vrai que le dernier livre est très matérialiste. C'est vraiment je me suis forcé à réfléchir vraiment en matérialiste assez conséquent. Et je crois qu'il y a des fois des soucis dans l'histoire, des fois politique de ces questions, où on plaque des récits en pensant expliquer des phénomènes matériels, mais en fait les récits politiques ne sont pas très raccords avec les dynamiques énergétiques et matérielles. Donc pourquoi justement Vous citiez Andreas Malm, il fait tout un truc sur le basculement de la vapeur de l'énergie hydraulique vers l'énergie de la vapeur. C'est dans l'Anthropocène contre l'histoire, je crois. Ou c'est surtout dans Fossil Capital, son livre important, sur la machine à vapeur. Sauf qu'en fait, déjà, l'énergie hydraulique croît énormément au 19e et 20e siècle, en plein pendant le capitalisme fossile. En fait, le capitalisme, il est tout. Il est à la fois fossile, il est organique, vous voyez, il ne faut pas séparer. Je pense que, en fait, cette idée de capitalisme fossile, quand on y réfléchit un peu sérieusement, ça pose plein de problèmes. Déjà, ça sous-entend qu'il y a un capitalisme vert, d'une certaine manière, qui serait le creux du capitalisme fossile. Et en fait, cette idée de capitalisme vert, ça a été poussé par... il y a un livre intéressant d'Edouard Morena, qui est très intéressant sur... Je l'ai vu sur le podcast. D'accord, super, je conseille aux auditeurs de regarder ce podcast. Et donc, Edouard Morena montre bien comment, dans les années... surtout après l'échec de Copenhague, il y a des philanthropes milliardaires américains de climat. Notamment, McKinsey aussi, qui joue un rôle important, qui défendent cette idée, voilà, en fait, la solution est dans le capitalisme vert, dans l'innovation, dans nos investissements, etc. Et je pense que d'une certaine manière, capitalisme fossile, ça prend un peu trop au sérieux cette affaire de capitalisme vert, quoi. Donc, moi, ce qui me frappe en travaillant sur les questions énergétiques et matérielles, c'est à quel point tous ces capitalismes sont étroitement reliés, quoi. Il n'y a pas d'un côté les pétroliers, de l'autre, ceux qui seraient pour l'hydroélectricité ou dans les forêts. Tout ça est parfaitement relié, intriqué dans des relations de codépendance technologique et matérielle, quoi. De la même manière, de toute façon, ils cherchent toujours le même but. Voilà. Je veux dire, si on peut accumuler du profit en faisant des renouvelables, tant mieux. Mais les renouvelables ne vont pas non plus sauver la planète, quoi. C'est plus compliqué que ça, malheureusement. Bon, de toute façon, on va y venir dans l'épisode. Justement, pour revenir à Sans Transition, c'est vous montrer que justement, c'est à partir des années 70 que l'histoire de l'énergie est encore racontée comme issue de transition à partir des années 70. Qu'est-ce qui explique cette période-là que justement on va commencer à construire ce narratif autour de... Alors ça, c'est quelque chose qui m'a surpris. C'est vrai que l'idée de transition énergétique, elle arrive tardivement dans l'histoire de l'énergie et dans la réflexion sur les dynamiques énergétiques. Vous prenez les experts des années 30, 40, 50, 60, rares ici. Enfin, ils ne parlent pas vraiment de transition, quoi. C'est pas ça qui les intéresse, parce qu'en fait, ils voient bien qu'il n'y en a pas, quoi. Et donc, ils vont parler d'un truc qui, manifestement, ne renvoie pas à une dynamique réelle.
Dans les années 30, on a déjà des graphiques d'évolution du mix énergétique. On voit le charbon diminuer par rapport au pétrole, qui augmente fortement, et personne ne dit qu'il y a une transition du charbon vers le pétrole. Tout simplement parce qu'ils savent très bien que le pétrole stimule, par certains aspects, la consommation de charbon. Enfin. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans les années 70 ? Alors, il y a un groupe, avant d'aller aux années 70, il y a un groupe de scientifiques qui pensent les choses différemment, c'est les savants atomistes américains des années 50. Et d'ailleurs, transition énergétique, au départ, c'est un mot de physique nucléaire. Hein. C'est un changement d'état d'un électron autour de son noyau. Et donc, ils vont réfléchir, eux, à l'énergie à très très long terme. Parce qu'ils défendent des options technologiques, genre le surgénérateur nucléaire, qui ouvre des horizons temporels infinis. Si on a le surgénérateur nucléaire, un réacteur nucléaire différent des réacteurs à fission qu'on a actuellement, on a de l'énergie pour des milliers, voire des dizaines de milliers d'années. Et donc, ils réfléchissent à qu'est-ce qui se passera dans 150 ou 200 ans, quand il n'y aura plus de fossiles. Il y aura le nucléaire. Donc, ils pensent une transition. Ensuite, je dirais que la plupart des économistes ne réfléchissent pas à l'énergie comme ça. D'ailleurs, cet argument de la transition énergétique, au départ, c'est un argument défensif de la part des savants atomistes. C'est de dire, OK, c'est vrai que l'énergie nucléaire, c'est pas du tout compétitif. OK, ça coûte super cher. OK, c'est super compliqué. Mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est pas que le nucléaire soit compétitif quand il y a du charbon ou face au charbon. C'est qu'il y ait du nucléaire quand il n'y aura plus de charbon. Ce qui est une question plus intéressante et existentielle. Et puis, cette futurologie-là, ce discours de transition, de crise énergétique d'abord et de transition énergétique va se diffuser après le choc pétrolier de 73 où tout le monde se met à parler le langage en fait qui avait été inventé par ces savants atomistes. Tout le monde se met à parler de crise énergétique et face à la crise énergétique, il faut faire une transition énergétique. Donc c'est vraiment à ce moment-là, effectivement, après le choc pétrolier de 73, que la notion de transition énergétique commence à se diffuser dans l'espace public. Et c'est à ce moment-là que un président américain qui s'appelle Jimmy Carter en parle, que les organisations environnementalistes américaines se mettent à parler de transition énergétique. Tout le monde se met à parler de transition énergétique. Jimmy Carter avec ses panneaux solaires justement sur la Maison Blanche. Ah ouais, Jimmy Carter, effectivement, on se souvient des panneaux solaires sur la Maison Blanche, mais le grand plan qu'il présente en 1977 quand il parle de transition énergétique, en fait, c'est un retour vers le charbon. Il explique qu'il faut doubler ou tripler, je ne sais plus, la production américaine de charbon. On en parle moins, mais bon, ça c'est connu. Hein, c'est en gros tous ces moments-là, après le choc pétrolier, que ce soit sous Nixon, sous Carter ou en France, la question c'est comment on assure une souveraineté énergétique. Et donc aux États-Unis, il y a énormément de charbon, donc s'il n'y a plus de pétrole ou moins de pétrole ou qui coûte plus cher ou c'est compliqué d'importer du Moyen-Orient, et on va développer l'industrie du charbon pour faire de la liquéfaction du charbon, faire du carburant synthétique qui permettra de contourner la question du pétrole, quoi. Donc c'est ça, hein, transition énergétique à ce moment-là. Ça désigne plein de choses en fait. Tout le monde ce qui est fort de ce mot-là, c'est que dès le début, tout le monde y injecte ce qu'ils veulent en fait. Mais donc les nucléaires, les savants atomistes, pour eux c'est le nucléaire. Les défenseurs du charbon diront c'est le charbon. Ça peut être un pipeline en Alaska, ça peut être les surgénérateurs, ça peut être le solaire, parce que les écologistes vont reprendre ce terme en disant en fait c'est une transition solaire qu'il faut faire. Mais dans tous les cas, on se met à avoir une vision assez étrange des dynamiques énergétiques et matérielles, où on envisage des basculements hyper rapides. Par exemple, Amory Lovins, qui est le président pas le président, quelqu'un qui est à Friends of the Earth, une ONG environnementaliste américaine, explique, on peut entièrement faire basculer le mix énergétique américain, l'énergie américaine, entièrement vers le renouvelable en 30 ans, entièrement vers le solaire. Pour les voitures, on fera de la biomasse, il n'y a pas de souci. Donc une vision assez problématique quand même. Ça fait penser à Jeremy Rifkin. Il vient de là aussi, hein, bien sûr. D'ailleurs, Jeremy Rifkin, il a une vision très phasiste, effectivement. Hein. Ça qui a commencé à m'énerver, c'est quand je voyais des gourous raconter n'importe quoi, en fait, sur les dynamiques énergétiques. Ils disaient, voilà, la première révolution industrielle, c'est le charbon, la deuxième, c'est le pétrole, la troisième, ça sera l'hydrogène. Et là, il a sorti un livre assez récemment en disant, je ne sais plus si c'est 2038 ou 2028, je n'arrive plus à me souvenir, il n'y aura plus de fossiles, quoi. Bon. Donc, on a quand même pas mal de discours très phasistes, historiques, qui en fait travaille un peu en relation avec le futur. Hein. C'est-à-dire cette idée de transition énergétique, ça vient de la futurologie, ça a des teintes sur l'histoire. C'est-à-dire les historiens, à partir des années 80, commencent à reprendre ce vocabulaire-là pour analyser les dynamiques passées, en regardant les choses en relatif d'ailleurs. Et ce faisant, ça semble donner une sorte d'assise à cette futurologie de la transition. Donc il y a des effets comme ça en miroir qui ont créé, à mon avis, effectivement, des visions assez problématiques des dynamiques énergétiques, quoi. Vous parlez de futurologie. Moi, ce qui m'a marqué en lisant l'ouvrage, c'est le fait que vous citiez aussi pas mal, par exemple, George Orwell avec le quai de Wigan. Ah oui. Et
Et justement, je voulais savoir qu'est-ce qui explique d'abord que les historiens, les biais qu'il y a pu y avoir de la part des historiens, qui ont justement intégré cette notion de transition énergétique, et surtout aussi comment la littérature, elle peut nous apprendre aussi, là c'est plus d'un point de vue du travail de l'historien, sur la manière dont, sur l'histoire de l'énergie, sur l'histoire du climat en fait. Alors, d'abord, dans les biais, on va commencer par les biais. En fait, l'histoire de l'énergie, il y a pas mal de livres déjà d'histoire de l'énergie, d'histoire générale de l'énergie, des fresques un peu énergétiques de l'humanité. Et en fait, c'est un peu organisé suivant les mêmes chapitres. Vous avez d'abord des chapitres sur l'énergie pré-industrielle, hydraulique, bois. Le 19e siècle est consacré au charbon et le 20e siècle au pétrole. Mais en fait, ça laisse passer le fait que, les renouvelables explosent au 19e et au 20e siècle, que le charbon se développe prodigieusement au 20e siècle. Quand on se focalise sur le nouveau à chaque époque, forcément, on ne voit pas que l'ancien progresse énormément. Ça, c'est le premier biais, qui est commun avec l'histoire des techniques. Ça a été très bien souligné par un livre extraordinaire de David Edgerton, qui s'appelle Shock of the Old, Quoi de neuf en français, qui montrait que c'était un biais assez général, en fait, qui est lié à notre culture et à notre appréhension du phénomène technologique. Ce n'est pas que les historiens, évidemment. Vous ouvrez la presse, vous ouvrez n'importe quel journal, les pages consacrées à la technique, à la technologie, seront en fait des pages consacrées à l'innovation. Donc on va parler, en ce moment on parle que d'intelligence artificielle, il y a quelques années on parlait que de voitures autonomes, et ce faisant on ne parle pas, je ne sais pas moi, de l'amélioration d'à peu près, l'amélioration des micros depuis les années 60. Je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé dans les micros. Je suis sûr que ça a énormément progressé, mais je ne sais pas tout ce qui s'est passé. En fait, on ne s'intéresse pas à ça, on ne sait pas, personne ne s'intéresse à ça. Donc en fait on n'en sait rien, à part les spécialistes des micros évidemment. Et on pourrait multiplier les exemples. Pensez les machines vraiment importantes de nos jours. En fait elles sont anciennes. Et souvent, dans le monde de la consommation, on en a un peu une petite idée, mais je sais pas, l'amélioration des tracteurs depuis les années 50, ce tracteur n'a absolument rien à voir. Bon, il y a assez peu de... En tout cas, c'est pas suivi dans la presse généraliste, quoi, pas du tout. Dans la presse spécialisée, sur les machines agricoles, je suis sûr qu'on retrouverait plein de choses intéressantes, mais c'est pas présent dans l'espace public et dans la conscience en général. Et puis après, il y a les investissements aussi qui doivent faire aussi alimenter ces biais-là. Bien sûr. Cette affaire-là, c'est qu'en fait, on parle des entreprises qui sont bien valorisées en ce moment parce qu'elles sont à la mode technologiquement, évidemment. Ça joue un rôle très important. L'intelligence artificielle, ça adopte la capitalisation de Microsoft, donc forcément, on en parle beaucoup, etc. Il y a plein d'aspects, effectivement. Vous avez entièrement raison. Donc ça, c'est le premier biais. On s'intéresse plutôt au nouveau à chaque époque. Le deuxième biais, en fait, c'est lié à la spécialisation académique. On a des historiens du charbon, des historiens du pétrole, des historiens du bois. Et ce faisant, on a assez peu étudié finalement ce qui se passe à l'intersection de ces énergies et de ces matières. Or, il se passe des choses très très importantes. C'est un peu même tout le thème, toute la première moitié de mon livre, c'est montrer à quel point c'est à l'intersection de ces énergies qu'il se passe des choses fondamentales et qu'on doit vraiment étudier pour comprendre la dynamique des matières, quoi. Donc, si je prends l'exemple, maintenant j'en ai déjà beaucoup parlé, mais les étais en bois qui servent à extraire du charbon, ça représente plus de bois pour des pays comme l'Angleterre ou la Belgique en 1900 que tout le bois de feu qui était brûlé en 1750 en Angleterre, la Belgique n'existait pas. Mais vous voyez, donc c'est vraiment, on a des phénomènes de symbiose, d'intrication entre les énergies qui sont très importants et qui expliquent pourquoi c'est si difficile maintenant de sortir du carbone, parce qu'en fait, nos technologies vertes, elles sont complètement empêtrées dans les fossiles, évidemment. Voilà, donc ça, c'est, je dirais, les deux biais importants dans l'historiographie. Alors, pour s'en défaire, c'est sûr, Orwell est intéressant parce que c'est un journaliste. En fait, c'est pas tant... C'est un très grand écrivain, j'aime beaucoup Orwell, mais c'est surtout... Donc, le Quai d'Hooghen, c'est surtout en fait, une enquête journalistique, un très beau reportage donc, dans une ville minière au nord de l'Angleterre. Et il a des phrases... Moi, alors, je m'intéressais déjà aux étais, mais en voyant un peu les quantités d'étais qui rentraient dans la mine, je me suis souvenu de cette anecdote. Il expliquait à quel point... le travail du mineur était absolument harassant. On est dans les années 30, je ne sais plus exactement quand c'est publié, mais encore dans les années 30, même s'il commence à y avoir des machines. Il est extrêmement harassant, ne serait-ce que parce que pour atteindre le front de taille, là où on extrait le charbon, il faut marcher, je ne me souviens plus, mais c'est plusieurs centaines de mètres, voire kilomètres, plus 1 kilomètre, dans des galeries basses où il faut baisser à chaque fois la nuque pour éviter de se taper le crâne contre une poutre en bois. Et donc, il raconte bien la présence du bois, en fait, dans les mines. Quand on a un regard simplement descriptif, on voit du bois partout. Au même moment, Lewis Mumford, qui est présenté comme le grand historien des techniques encore de nos jours, il dit, voilà, la mine de charbon, c'est le premier environnement
complètement minéral ou inorganique, je ne sais plus, créé par l'homme, quoi. Alors que non, en fait, une mine de charbon, c'est bourré de bois. Et bourré de vie, en fait. Il y a plein des animaux, c'est compliqué, quoi. Il y a plein de choses. Et montrer que justement, il y a une progression justement de l'exploitation du bois en plus durant ça. Ah, bien sûr, vous voulez dire que grâce au charbon, on consomme de plus en plus de bois, tout à fait. Ouais. Ne serait-ce que pour les étais, mais pour les chemins de fer, pour la construction des maisons, pour l'emballage. En fait, le bois est évidemment pas du tout une matière ringarde ou obsolète. Ça ne fait absolument que croître grâce à la modernisation et à la croissance du capitalisme, évidemment. Voilà, donc. Et puis après, Orwell, il avait une autre phrase intéressante dans ce livre. Il dit un conducteur d'automobile pourrait faire 100 km dans le nord de l'Angleterre, filer à toute allure sur les routes du nord de l'Angleterre, sans se rendre compte que 100 mètres ou 200 mètres au-dessous de lui, il y a des mineurs qui sont en train de creuser du charbon. Et il a cette phrase qui est intéressante, et pourtant, ce sont les mineurs qui font avancer la voiture. Et c'est vrai que quand on y réfléchit, cette phrase est intéressante parce que le charbon joue un rôle clé dans l'automobile et dans l'histoire du pétrole, en fait. Le charbon est central dans l'histoire du pétrole parce que sans tubes en acier, en fait, il n'y a pas de pétrole. Et les tubes en acier, ils sont faits avec du charbon, évidemment. Donc, c'est un autre exemple intéressant de symbiose énergétique, quoi. On voit la centralité du charbon dans la production du pétrole, dans la consommation de pétrole. Toute l'infrastructure pétrolière, de l'extraction à la consommation, repose sur l'acier, donc sur le charbon. Voilà. Et c'est encore vrai de nos jours. De nos jours, 75% de l'acier est fait avec du charbon. Donc les énergies, vraiment, elles sont complètement intriquées, en relation les unes avec les autres. C'est pour ça que le récit de la transition, qui est centré en fait sur une vision en relatif aussi, ça c'est un autre biais dont je n'ai pas parlé, c'est que les historiens se sont mis à regarder les choses en relatif après les futurologues. Ça vient d'abord de la prospective et ensuite ça a été réimporté en histoire, cette vision relative. Cette vision relative, elle masque en fait ces intrications énormes. Et je dirais même les statistiques énergétiques masquent cette intrication. Parce que quand vous regardez les statistiques énergétiques, les énergies elles sont rangées dans des cases bien proprement. Vous avez le charbon d'un côté, le pétrole de l'autre, le bois encore. En fait, ces cases, il faudrait voir qu'elles sont complètement emberlificotées. Quand on dit charbon, je ne sais pas, jusque dans les années 50-60, le charbon, c'est énormément de bois. Quand on dit pétrole, en fait, il faudrait dire c'est plein d'acier, donc plein de charbon, etc. C'est assez fou. Non, c'est pas fou, c'est évident en fait. C'est absolument évident. Ce qui est bizarre, c'est qu'on ait raconté l'énergie sans dire ces choses évidentes, quoi, évidemment. D'ailleurs, en parlant des références, il y a There Be Blood que vous citez à un moment, je crois. Oui, c'est un jeu de mots, c'est juste un jeu de mots. Mais c'est parce que c'est vrai que, en fait, quand on regarde des documents sur l'industrie pétrolière américaine au début, donc des années 1860 jusqu'aux années 1930, le bois est omniprésent. Les derricks sont en bois, les produits pétroliers sont longtemps transportés dans des tonneaux. Et anecdote amusante, le plus grand tonnelier du monde, et de l'histoire même, c'est Rockefeller, qui est aussi évidemment le très grand magnat du pétrole qu'on connaît tous. Il a investi massivement. Et il a investi dans des immenses tonneries parce que les produits raffinés, on ne pensait pas les transporter en grand, on pensait que c'est trop dangereux. Donc There Will Be Wood, c'est évidemment un jeu de mots avec There Will Be Blood, qui est un très grand film, cela dit. Vous parliez du bois. Justement, il y a quelque chose qu'on sous-estime. Enfin, c'est justement cette importance du bois. Et déjà dans les Révoltes du ciel, vous intéressez justement au bois. Justement, comment ce bois justement permet de restaurer et de gérer le climat? Comment très tôt? Alors là, on revient effectivement au livre précédent, les Révoltes du ciel. Pourquoi on se préoccupait autant de climat au XVIIIe, XIXe siècle? C'est parce qu'on pense que les forêts ont un rôle clé dans le cycle de l'eau. Un cycle providentiel qui assure des relations entre le sol et l'atmosphère à travers des échanges, des flux d'eau, de vapeur et d'eau. Et comme les forêts, le bois, à cette époque, c'est une matière absolument essentielle, mais ça reste une matière essentielle. C'est ça la difficulté, en fait. Bon, après, il y a d'autres manières de faire de l'énergie de nos jours, donc c'est évidemment différent, mais à cette époque, c'est une source d'énergie essentielle. C'est le matériau de construction le plus important, avec la pierre, évidemment. Donc, si vous voulez, c'est le plastique, le béton, et l'essence et le pétrole de nos jours, quoi. C'est vraiment une matière hyper importante. Et les forêts, on leur demande beaucoup de choses, quoi, au début du 19e siècle. C'est pour ça qu'il y a autant de débats sur le changement climatique. C'est parce qu'en fait, c'est un arbitrage fondamental entre laisser plus de place aux grains et donc à la population pour nourrir les humains, ou alors laisser plus de place à la forêt, à la production énergétique, à la production de matière. Et la question du changement climatique, en fait, elle est prise dans ce grand débat, quoi. Voilà. Il y a plein d'autres raisons qui font qu'on se préoccupe beaucoup de climat en France en particulier. C'est parce que pendant la Révolution, plutôt au début de la Révolution, en 1789, les révolutionnaires
nationalise les biens du clergé. Et résultat, l'État français se retrouve à la tête d'un immense domaine forestier. Et vu que la France est régulièrement surendettée à cause des guerres, etc., au début du 19e siècle, les guerres napoléoniennes et ses conséquences, la question se pose de vendre des forêts nationales, des bouts de forêts nationales pour se désendetter. À chaque fois, on dit non, si vous faites ça, ça va être l'effondrement climatique, quoi. Voilà, donc il y a d'autres raisons qui font que la question du changement climatique est importante, mais c'est vrai qu'elle est très étroitement reliée à la question forestière. Ok. Je vais basculer un peu dans le temps par rapport au charbon. Ce qui est sans transition, justement, il y a un chiffre qui m'a étonné, c'est 400 millions de tonnes qui sont encore brûlées aujourd'hui de charbon. En Europe. Ouais, en Europe. En Europe. C'est assez énorme. En Europe, parce que dans le monde, je crois que c'est, si je ne me trompe pas, c'est 8 milliards de tonnes. Donc oui. Bon, l'Europe, effectivement, on se gargarise d'être le premier, d'être le continent vraiment à la pointe de la transition énergétique. Ouais, il faut quand même un peu faire preuve de modestie dans cette affaire, quoi. Donc là, déjà, l'Europe consomme encore 400 millions de tonnes de charbon, c'est quand même beaucoup, ça fait 1 tonne par Européen en moyenne. Alors, c'est pas vraiment en France, c'est sûr, mais c'est en Allemagne, en Pologne. Avec le lignite, notamment. La lignite, voilà. Le lignite, je sais pas comment on dit d'ailleurs. Et puis surtout, c'est pas tant ces 400 millions de tonnes que le charbon qui sert à faire les biens qu'on importe. Pour un pays comme la France, c'est très important. Si vous prenez l'empreinte nationale, la France est plutôt bon élève parce qu'il y a le nucléaire, etc. Si vous prenez l'empreinte globale, c'est-à-dire liée au mode de vie des Français en moyenne, d'un coup, c'est beaucoup moins rassérénant parce qu'en gros, on peut estimer ces ordres de grandeur. Il ne faut pas prendre ça pour la science exacte parce que c'est fait sur des modèles, mais on peut dire que c'est presque, en moyenne, un Français consomme presque 1 tonne par an par habitant en ce moment. Okay. De charbon, j'aurais dû préciser. Donc, vous voyez, quand on dit que la France est sortie du charbon... Mais en comptant, du coup, ce qui est produit à l'extérieur aussi. En comptant les importations, voilà. Donc, c'est vrai que ça change beaucoup, en fait. Alors, c'est peut-être que, à vrai dire, franchement, ces chiffres, il faut les prendre vraiment avec des pincettes. Ça se trouve, c'est que 500 kilos, 700 kilos. C'est difficile, en fait, d'avoir des estimations précises. Et là, on n'a jamais autant brûlé de charbon. Dans le monde Ouais. Oui, dans le monde. Pas en France. En France, on consommait beaucoup plus de charbon dans les années 60. Totalement. Le pic du charbon, c'est 1962, et c'est 85 millions de tonnes. En plus, il reste une centrale, il me semble, en France. Il reste qu'une seule centrale, je crois, la Cordonnet, je crois, c'est ça. Qui, franchement, on se focalise là-dessus, mais voilà, l'essentiel du charbon qu'on consomme, c'est par nos importations, c'est pas pour résoudre les quelques pics de demande électrique l'hiver, quoi. Et qu'est-ce qui explique que justement le charbon, qui dit souvent énergie qui appartient au passé, soit autant encore brûlé, autant encore consommé? Parce qu'en fait, c'est pas du tout une énergie qui appartient au passé, c'est une énergie qui s'est énormément modernisée. Après les années 50-60, en fait, les mines de charbon se modernisent prodigieusement avec des machines électriques super puissantes qui vous coupent le charbon, qui vous le sortent sur des bandes roulantes. Ensuite, le charbon est brûlé dans des centrales qui sont aussi de plus en plus modernes. On utilise des réacteurs à un mot anglais, fluidisé. En gros, le charbon est broyé dans des particules ultra fines et c'est brûlé sur un coussin d'oxygène, donc les rendements sont bien meilleurs. Ça se comporte un peu comme un liquide, en fait. Et donc, ça fait que le charbon est très compétitif, quoi. Donc, c'est ça qui est embêtant. Et les centrales à charbon sont jeunes. En moyenne, dans le monde, ça doit être autour de 15 ans. Alors que les centrales nucléaires ont plutôt 35-37 ans de moyenne d'âge. Vous voyez, donc, c'est une énergie qui est plus moderne, d'une certaine manière, que le nucléaire, bizarrement. Voilà, donc c'est vrai que... Alors, qu'est-ce qui fait qu'on utilise beaucoup de charbon? C'est aussi lié au développement énorme de l'Asie du Sud. Enfin, il y a la Chine en particulier, de l'Inde, où on a de grosses ressources en charbon et une énorme croissance de la demande liée à l'électrification d'un énorme pays pauvre. Donc, c'est ça qui a joué un rôle central, quoi. Quelque part, en fait, un pays, dans son développement, il est obligé d'exploiter les... Je ne sais pas s'il est obligé, j'en sais rien, mais ce qui est sûr, c'est qu'on manque de travaux là-dessus. Mais en gros, dans les années 70-80... En Chine, l'idée d'aller faire des centrales atomiques plutôt que des centrales à charbon ne se pose pas vraiment, quoi. Enfin, en tout cas, c'est pas. Moi, j'ai vu ça à travers plutôt des documents américains qui parlaient de la Chine. Pour eux, c'est évident qu'ils vont taper dans le charbon. Il n'y a pas vraiment de choix, quoi. À ce moment-là, il n'y a même pas vraiment de renouvelable compétitif pour faire de l'électricité. Enfin, on va parler d'hydroélectricité, mais voilà, c'est inévitable et ça explique une bonne partie de l'inaction climatique, en fait, dans les pays riches. C'est une justification pour dire, en tous les cas, vous savez. Ça va se passer en Asie maintenant. Ah, c'est pas nous qui polluons. Alors, on pollue, évidemment. Enfin, si, bien sûr que si, on pollue, mais bon, on va devenir vite une goutte d'eau. Même les Américains, qui dans les années 70-80 ne sont pas du tout une goutte d'eau, anticipent le fait qu'ils vont devenir pas si importants que ça, et donc ils font pas d'efforts. Ouais. Ça, c'est dès 79 plus exactement. Et ça s'est accéléré même sous Reagan et tout. Ah bah oui, ça fait que oui, ça s'accélère effectivement. Enfin, ça se confirme plutôt sous Reagan, on va dire.
Ouais, parce qu'on a commencé avant. Justement, par rapport à cette propagation d'idées, de ces idées-là, il y a, dans le bouquin, vous analysez aussi la place des experts. Et il y a une partie qui m'a intrigué, c'est vraiment aussi comment Ford, justement, pendant une période, ils vont insister sur le fait, le poids matériel, justement, des choses, le fait qu'il y a une empreinte. Et comment, justement, ces experts-là, ils vont justifier ça? Alors, ils n'ont pas à se justifier parce qu'ils sont très fiers de leur empreinte matérielle, justement. C'est ça qui est rigolo. C'est qu'en fait, pendant longtemps, les capitalistes, les industries, elles, ont été fiers de leur empreinte matérielle. Et donc, c'est vrai que vous regardez les publicités de Ford... il y a une publicité en 1969 qui s'appelle A Car is Born, une voiture est née. Et alors la publicité commence avec la phrase, en gros, on voit, enfin d'abord, qu'est-ce qu'on voit? On voit une mine de charbon à ciel ouvert. Donc c'est spectaculaire, on voit le sol qui explose, des machines qui enlèvent le mortérin, c'est-à-dire tout ce qui est au-dessus du charbon, ensuite le charbon qui est extrait, qui part dans des immenses convois ferroviaires. Et la phrase commence, j'ai plus la phrase exacte en tête, mais en gros, une voiture naît avec la force brute nécessaire pour faire l'automobile que les Américains veulent. Donc c'est vraiment... oui, c'est... Et pendant longtemps, en fait, donc ça, on est en 1969. Mais en fait, quand on regarde un peu plus par le passé, Ford a beaucoup communiqué sur ses consommations matérielles. À l'exposition universelle de New York en 1939, il y a un grand carrousel qui s'appelle The Cycle of Production, le cycle de la production, où on voit un demi-hémisphère terrestre, une hémisphère terrestre, où on voit plein de travailleurs du monde entier qui triment pour sortir des choses du sol, que ça soit je sais pas, du nickel, tout ce que vous voulez, du fer, du charbon, voilà, des paysans aussi. Et au sommet, il y a la Ford V8. Et en fait, ils sont fiers de dire que si vous achetez en fait une voiture, vous relancez l'économie partout. En particulier aux États-Unis, ils parlent beaucoup des matières premières qui sont extraites dans les États pour dire voilà, en fait, c'est une technologie nationale, quoi. Donc ça, c'est important et c'est intéressant. Enfin, la conséquence que ça a, c'est qu'à partir de 70, quand l'écologie politique commence à monter en tant qu'idéologie politique, en fait, les industriels arrêtent de parler de ça. Et donc, d'une certaine manière, on est beaucoup plus ignorant de nos jours des bases matérielles de nos objets qu'on était dans les années 50-60 quand les industriels en parlaient comme un motif publicitaire en disant bah oui, la voiture est solide, hein, elle est faite avec du bon fer de je ne sais où, etc. Enfin, oui, donc c'était pour montrer l'effort en fait, qu'ils mettaient dans la production. Voilà. Donc c'est vrai qu'il y a eu une forme de dématérialisation, mais qui a surtout eu lieu dans nos têtes plus qu'en réalité, quoi. En plus, ça s'accompagne de l'imaginaire. Je pense même à Propaganda de Bernays, où justement, il va pousser les gens à la voiture individuelle. Donc, il y a aussi tout un imaginaire qui s'accompagne. Alors, la question de la voiture individuelle, je l'avais plutôt traité dans un autre livre qui s'appelle L'événement anthropocène, on a déjà discuté. Ça, c'est sûr que c'est des collègues américains qui ont montré ça, à quel point la voiture individuelle, elle a été très tôt pensée dès l'entre-deux-guerres comme un moyen de discipliner la classe ouvrière, quoi, parce que il y avait un gros problème de turnover dans les usines et la voiture individuelle, enfin le Ford, c'est l'un des premiers objets qui est beaucoup acheté à crédit. Le crédit à la consommation est étroitement lié à l'histoire de la voiture, en fait. Avant, le crédit à consommation, c'était plutôt des prêteurs sur gage, des choses un peu pas forcément très châtiment. Ouais, non, mais c'était pas exactement, voilà, c'était pas normalisé, c'était pas un truc et ça devient quelque chose de beaucoup plus formalisé avec en particulier la voiture individuelle. Et donc une fois que vous avez pris un crédit à la consommation, bah oui, il faut le rembourser, donc il faut être assidu au travail, etc. Puis c'est lié aussi à la possession ça rend possible la possession de maisons individuelles en banlieue. Et là aussi, la suburbanisation est poussée par l'élite, les présidents conservateurs américains dans l'entre-deux-guerres, Coolidge, Hoover, en disant c'est vraiment important pour lutter contre les doctrines socialistes que les Américains soient propriétaires de leur maison, parce que vous avez d'autres affects politiques une fois que vous êtes propriétaire que si vous êtes locataire dans une ville ségrégée et dense, quoi. Ce qui est fou, c'est par rapport aux experts, c'est qu'encore aujourd'hui, c'est très prégnant. Je pense, il y a 2 ans, quand le second quinquennat d'Emmanuel Macron il a commencé, il a directement créé, en disant que c'était la grande cause de son quinquennat, 2 ministères, transition écologique, transition énergétique.
Justement, comment est né ce lien entre transition écologique, transition énergétique? Alors, j'ai pas étudié ça. Je veux dire, je me suis vraiment concentré sur transition énergétique. Je pense que transition écologique est une dérivée de transition énergétique. C'est sans doute lié au sentiment que l'énergie, c'est qu'un aspect du problème, le climat, c'est qu'un aspect du problème. Il y a aussi la biodiversité. Qui n'est jamais pris en compte, en fait. Si, ça c'est pas pris en compte. Il y a des politiques de biodiversité. Enfin, c'est pas comme si le climat était formidablement pris en compte non plus. Hein. Donc, je pense pas qu'on puisse dire que ça c'est pas pris en compte. Mais, pas ni plus ni moins que d'autres problèmes environnementaux, quoi. Mais, donc, je pense que c'est un élargissement de cette notion de transition. Mais ça montre bien le caractère très séduisant de l'imaginaire qu'il y a derrière le mot transition, quoi. Ouais, le narratif qu'il y a autour justement des phases justement du fascisme que vous analysez, c'est assez fou. Vous terminez l'ouvrage justement en soulignant qu'il ne sera pas facile de rompre avec les énergies dites du passé. On parlait tout à l'heure du charbon pour répondre aux enjeux climatiques. Et j'avais lu aussi une tribune dans le journal Le Monde où vous titriez, c'était l'année dernière, « Il est déraisonnable d'attendre des panneaux solaires et des éoliennes plus qu'ils ne peuvent offrir ». Comment les renouvelables, justement, ont-elles besoin de ces énergies du passé? Vous parlez du cinéma tout à l'heure. Alors, c'est pas tant les renouvelables en tant que tels, parce que, évidemment, ça consomme... Une éolienne, un mât d'éolienne, c'est en acier ou en béton, mais principalement en acier, donc ça consomme beaucoup de coke sidérurgique. Les panneaux solaires, c'est en silicium, c'est à partir de quartz qu'on fait le silicium. C'est un phénomène de réduction aussi, donc on a besoin d'une matière comme du coke. On utilise beaucoup de coke et du charbon de bois d'ailleurs, c'est marrant. Donc oui, c'est polluant. Après, franchement, c'est pas ça qui pèse très lourd. Hein. Il y a des calculs qu'on peut faire, des estimations un peu grossières, mais on serait de l'ordre de 50 gigatonnes de CO2 pour remplacer toutes les centrales thermiques à charbon et à gaz. 50 gigatonnes, ça peut, un peu plus d'un an d'émission, mais mettons un an d'émission, ça vaut carrément le coup, parce que ça veut dire qu'en fait, après, on est tranquille pendant 30 ans. Okay. Donc, c'est rentable de le faire. Il faut le faire. Surtout que la technologie... surtout que ça existe en plus. Ouais. Voilà, là, on ne parle pas de choses compliquées ou des choses à développer. Le problème, c'est que... la question essentielle, c'est qu'est-ce qu'on va faire de cette électricité propre, quoi, ou relativement propre. Si effectivement c'est pour faire tourner 1,4 milliard de voitures qui, elles, vont être faites en acier, sur des routes qu'il va falloir construire, et ces routes, on va les construire en quoi? En ciment, et, avec des infrastructures en béton armé, donc avec de l'acier aussi, pour faire de l'expansion urbaine, avec des maisons de plus en plus grandes. Oui, on n'a pas vraiment résolu la question. On a diminué l'intensité carbone de l'économie, ce qu'on a déjà fait par le passé, qu'on va continuer de faire grâce au progrès technologique. Mais ce n'est pas une transition énergétique, c'est autre chose. C'est plutôt de l'ordre de l'amélioration des dispositifs technologiques grâce aux renouvelables, qui sont une technologie remarquable pour faire de l'électricité, nettement moins utile pour faire du ciment, de l'acier, sans parler du plastique, où là vraiment ça ne sert strictement à rien. Les engrais, c'est compliqué aussi. Je crois que dire ça, ce n'est pas une insulte... aux renouvelables, hein. C'est juste reconnaître qu'elles sont utiles dans un certain domaine, elles le sont nettement moins dans d'autres domaines qui vont continuer de dépendre du carbone pendant longtemps. Et donc c'est pour ça que l'idée de symbiose, quand on comprend que l'histoire du passé, ça a été des symbioses, il faut se méfier de ce phénomène symbiotique. C'est pas parce que d'un seul coup c'est de l'électricité faite avec des renouvelables qu'il n'y a plus de problème d'effet rebond et d'effet d'entraînement d'autres secteurs qui sont eux encore carbonés. C'est un point assez évident, mais qu'il faut quand même mentionner, quoi. Donc la question, c'est pas du tout pour ou contre les renouvelables. Évidemment, il faut être pour les renouvelables, mais c'est pour les renouvelables avec une très forte dose de sobriété sur les choses qu'on ne saura pas décarboner, quoi. Ouais. En fait, c'est la réflexion que je me faisais en lisant l'ouvrage, et je me disais, par rapport à tous les exemples que vous formulez, et puis sur la conclusion à la fin, c'est vraiment que ça s'accompagnera forcément d'une sobriété, finalement. Oui, si on veut... comment dire, si on laisse faire le développement technologique et en imaginant une économie encore en croissance, 2-3% par an, on se remet encore avec plein de carbone en 2050. Même si les renouvelables coûtent de moins en moins cher. Il y en aura sans doute un peu moins, mais pas beaucoup moins. Le charbon va probablement baisser grâce aux panneaux solaires qui permettent de réduire le facteur de charge des centrales thermiques. Mais sur le pétrole et le gaz, les experts sont plutôt pessimistes sur le fait que ça va plutôt stagner. En fait. Il n'y aura pas de diminution rapide, quoi. Il y a une question qui me vient justement pour terminer l'entretien par rapport tout à l'heure on parlait des ouvrages. Je pense à Moby Dick notamment avec la baleine qui était aussi une source d'énergie. Est-ce qu'il y a des cas justement d'énergie qui ont quand même disparu? Voilà, vous avez cité le seul cas. Ouais. C'est le seul cas moi que je connais, c'est le seul. Ouais. Ok. Effectivement, l'huile de baleine, on servait pour s'éclairer. Alors, en fait, on utilisait très peu d'huile de baleine pour s'éclairer au 19e siècle. En vérité, on se servait surtout d'huile de colza. C'est plus simple de faire pousser du colza que d'aller chasser des baleines.
Et ce qui est intéressant, c'est que souvent, il y a un cliché qui est beaucoup répété, colporté en particulier par l'industrie pétrolière, c'est de dire le pétrole a sauvé les baleines. Donc, quand il y a non, mais vous rigolez, mais on l'entend encore de nos jours. Hein, et donc, quand on parle de questions environnementales, un argument néolibéral, c'est de dire, vous voyez, l'innovation permet de résoudre les problèmes environnementaux. Regardez les baleines qu'on a sauvées grâce au pétrole. Et en fait, c'est un cliché qui naît dès 1860, dès le début, dès les premiers grands puits de pétrole américains. Et en fait, on a pêché 3 fois plus de baleines au XXe siècle qu'au XIXe siècle. Grâce au pétrole, on a eu des moteurs diesel qui étaient beaucoup plus performants, donc on a pu avoir des bateaux qui allaient chasser la baleine au fin fond de l'hémisphère sud. Et puis en fait, on a utilisé l'huile de baleine pour graisser les boîtes à vitesse des voitures automatiques. Et puis aussi, je ne sais pas exactement, c'est pour graisser les moteurs d'avion ou bien pour les fluides, mais en tout cas l'aviation, dans les années 70, consommait encore de l'huile de baleine pour des raisons de mécanique. Ouais, du coup, l'argument, il tient pas. L'argument est vraiment fallacieux. Et puis voilà, il a fallu attendre. En fait, si on a arrêté de chasser les baleines, c'est parce qu'on a interdit la chasse à la baleine. Et c'est grâce à des ONG environnementalistes. Et je crois que si on arrête le pétrole, c'est parce qu'on interdira le pétrole en fait. Sinon, si on attend des phénomènes de substitution technologique, on risque d'attendre très 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 longtemps. Puis surtout, ce qui est fou, c'est que du coup, le fait qu'il y ait cet argument-là, il permet aussi de justifier en disant regardez, on a réussi à séparer les sources d'énergie, c'est possible, donc ça alimente encore. Alors franchement, l'huile de baleine pour l'éclairage, c'était tout petit, on s'en fiche complètement. Enfin vraiment, j'ai fait des calculs. En gros, en France, on consommait, peut-être. Il y avait quelques bateaux déjà qui faisaient la chasse à la baleine. C'était pas des dizaines de bateaux, c'était quelques bateaux. J'avais vu en gros on augmentait de 1 ou 2% la production de colza et paf, on pouvait remplacer l'huile de baleine qu'on consommait dans les années 1830, 40 ou 50. Vraiment, c'est pas important. Ce qui est important, c'est les graisses animales. Donc c'est les résidus des boucheries qu'on transforme en bougies stéraïques, qui est une technologie très moderne dans les années 1830, et puis l'huile de colza. C'est ça qui. Donc, et aussi les oléagineux tropicaux, en particulier l'huile de palme, qu'on importe massivement d'Afrique de l'Ouest dès les années 1840-50 pour aller en France et en Angleterre. Voilà. Merci beaucoup Jean-Baptiste. Merci Samuel pour votre invitation. Ouais, et j'invite tous les auditeurs à lire justement, que ça soit Sans transition, mais aussi l'événement Anthropocène, puisqu'il m'avait beaucoup marqué à l'époque, et les révoltes du ciel. C'était important du coup qu'on y revienne aussi. Merci beaucoup.